D'abord, pour bien comprendre le dernier jour d'un condamné, il faut comprendre ce roman à partir des lieux. Le premier lieu que nous avons, c'est une prison qui s'appelle Bicêtre. Les chapitres que nous avons pour cette prison, c'est du chapitre de 1 jusqu'à 21. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 1? C'est une comparaison entre la vie passée et la vie actuelle. Le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va établir un rapport, une comparaison entre la vie de liberté et la vie actuelle de captivité. Avant, il était libre, sa vie était heureuse, il pouvait penser à ce qu'il voulait, il avait beaucoup d'idées. Aujourd'hui, sa vie est malheureuse dans une prison, captif. Combien de fois captif? Il est captif? 2 fois. Doublement, physiquement et moralement. La captivité physique, c'est son corps est offert dans un cachot. La captivité morale est qu'il ne peut penser qu'à la mort. Il a une seule idée, c'est l'idée de la mort. Chapitre 2 parle du procès, le verdict. Le procès ou bien le verdict. C'est le jour où il a été condamné à mort. Chapitre 3, il semble accepter la peine de mort. Il essaie de trouver des arguments pour accepter la peine de mort. Chapitre 4, il a décrit Bicêtre de près et de loin. De près ou de loin, ça ressemble à un palais. De près, ça ressemble à une maison désertée. Et donc, il perd son charme. Chapitre 5, la docilité. Il est jeune, il est doux, il est docile. Et il a été respecté par les gardes. On lui a accordé parce qu'il ne ressemblait pas au criminel. En apparence, il n'est pas criminel. Et en plus, lorsqu'il parle lorsqu'il parle latin, et vous savez que le latin, c'est le langage parlé ou la langue parlée par les savants, par les scientifiques, etc. Très bien. Donc après, toujours au chapitre 5, il va apprendre l'argot. Les prisonniers vont lui apprendre quelques expressions en argot. Chapitre 6, l'idée de l'écriture. Il pense à l'écriture. Il dit, je vais écrire pour 2 raisons. La première raison, moins souffrir. La deuxième raison, pour abolir, pour contribuer à l'abolition de la peine de mort. Très bien. Chapitre 7, il est en train de remettre en question en fait l'idée de la mort, de l'écriture. Il dit, je vais écrire, oui, mais pourquoi écrire? Pour quelle raison je vais écrire? Compte le temps qu'il lui reste. Il lui reste combien de temps? 6 semaines depuis l'arrêt. Oui. Chapitre 9. Chapitre 9, c'est le testament et la pensée à sa famille. Il dit que je viens de faire mon testament, le testament, c'est-à-dire de partager l'héritage entre les membres de sa famille, mais il s'est dit, mais ça ne sert à rien là, la peine le testament, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je suis condamné aux frais. Je dois payer pour être guillotiné, pour la guillotine. Il va décrire au chapitre 10 son cachot. D'accord? Et au chapitre 11, avec 12, il va parler des écritures murales. Chapitre 13, c'est un chapitre très, très, très important qui parle du ferrage. Le ferrage, c'est quand on met au forçat des carcans, des chaînes, etc. Pour donc se préparer à aller au bagne. Alors, les carcans et les chaînes qu'on met au forçat, on leur met ces chaînes et ces carcans dans une atmosphère de maltraitance, d'humiliation. Ils sont humiliés, ils ne sont pas respectés. Et d'autant plus, le ferrage est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre la tête du condamné sur un enclume. Et pour fermer le carcan, le garde doit frapper à toute force avec un grand marteau. Et si jamais il se trompe, il risque de lui casser la tête. C'est une scène très dangereuse. Et à la fin de la scène, le condamné va s'évanouir. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur des forçats qui se dirigent. 14, il est à l'infirmerie. Après l'évanouissement, on l'a transporté à l'infirmerie. Il est à l'infirmerie maintenant. Et il est heureux de voir des gravats, des lits alignés. Et il va voir le départ des forçats vers le bagne de Toulon. Un bagne, c'est un lieu une prison où il y a les travaux forcés. Chapitre 16, il va se rappeler de la chanson en argot. Lorsqu'il était à l'infirmerie, il a entendu
une fille d'environ 14 ans chanter une chanson en arabe. Et cette chanson parle à peu près de son chapitre 17. Il pense à l'évasion, il pense à s'évader parce qu'il tient toujours à la liberté. Durant tout le roman, et même jusqu'à la fin du roman, à la place de grève, il se prépare en fait, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour mourir, mais il a quand même l'espoir de rester en vie. Chapitre 18, c'est là où commence le dernier jour. Chapitre 18, c'est le début du dernier jour. Il commence à 6 h du matin. C'est par la visite du guichetier. Le guichetier vient rendre visite au condamné et il lui demande s'il désire manger quelque chose. Voilà, s'il veut manger quelque chose. Très bien. Chapitre 19, c'est la visite du directeur qui lui confirme que son jour était 20. Le narrateur croit que la prison n'est pas seulement des pierres, des murs. Non. La prison, c'est aussi, il a une partie humaine, une partie pierre. Je pense même que le directeur, les geôliers, etc. sont une partie intégrante de la prison. 21, c'est le dernier chapitre de Bicêtre, avant de passer à une autre prison. La visite du prêtre et de l'huissier. Le prêtre vient pour réconforter le condamné. Et le même chapitre, la visite de l'huissier, c'est l'envoyé du tribunal. Le tribunal envoie une personne qui s'appelle l'huissier pour lui annoncer que son pourvoi en cassation a été rejeté, on peut dire ça. Deuxième prison, c'est la conciergerie. Il est maintenant à la conciergerie, chapitre 22 jusqu'à 36. 22, le voyage, il va nous parler de ce voyage. Comment a été la discussion entre l'huissier, le prêtre, qui parlait de tout, qui sont indifférents à son sujet. Chapitre 23, le narrateur est remis au directeur de la conciergerie. Et là, il va être mis dans une pièce et il va rencontrer le frioche. C'est quoi le frioche? C'est un criminel. Et il était le fils d'un condamné à mort. Et donc il a évolué dans l'échelle de la criminalité. À la fin du chapitre, il va demander au condamné, à notre condamné, de doter sa redingote. Parce qu'il portait une veste, une redingote. Et il va prendre cette redingote, il va lui donner des vêtements déchirés. Chapitre 24, le condamné est en colère, il est enragé contre ce prisonnier qui lui a ôté sa redingote. 25, il est transféré dans une autre cellule où il a demandé un lit, il a demandé des papiers, etc., des plumes pour écrire. Chapitre 26, il va penser à sa fille. 27, il se demande comment on meurt. Il est perturbé, il est obsédé par l'idée de la mort. Il se demande comment on meurt. Il se rappelle d'une décapitation. Un jour, il a entrevu, par hasard, la guillotine à la place de grève, où la rainure, la lame a coulé mal, c'est-à-dire qu'il est tombé sur la tête du condamné, mais sans couper, l'a coupé, et donc parce qu'il n'était pas aiguisé. Il n'était pas aiguisé. Le condamné à mort parle beaucoup des enfants. Il a évoqué les enfants au début, il va évoquer les enfants à la fin. Pourquoi? Parce que les enfants aiment voir la scène de la peine de mort. Ils ont été éduqués sur ce qu'on appelle le sadisme. Ils sont sadiques. Ils pensent à la grâce, ils préfèrent les galères. Maintenant, ils préfèrent les travaux forcés. Avant, ils préféraient la mort. Maintenant que sa fin est proche, ils préfèrent les galères, les travaux forcés. Et il veut la grâce, il veut le pardon du roi. Donc le prêtre était parti, il est retourné. Voilà, parce qu'il avait des affaires. Ça montre que le prêtre est indifférent. Lui qui tient un discours religieux, un discours de morale, etc. Il est parti pour ses affaires et il a laissé le condamné. Donc là, on a un autre exemple d'indifférence. 31, le sous-architecte. Prendre des mesures comme ça. 32, 49, oui, c'est bien. Et qui parle à haute voix et qui n'a pas prêté attention au condamné. Il s'est dirigé vers le condamné en lui disant: cette prison sera meilleure dans 6 mois. Et qui va intervenir, c'est le gendarme. Il lui dit: monsieur, on ne parle pas à haute voix devant un mort. Il a déjà considéré le condamné comme quelqu'un qui est mort. Un nouveau gendarme est venu. L'autre gendarme est parti.
Et un nouveau gendarme est venu le remplacer. Et le premier mot qu'il a adressé à notre condamné, il lui dit criminel, hé criminel, est-ce que tu peux m'aider? L'autre il a refusé, mais il l'a supplié, il lui dit j'ai un cheval qui me ruine, voilà, c'est moi qui m'en occupe, et mon salaire est petit, est-ce que tu peux m'aider? Alors là, la demande était quoi? De lui donner quelques numéros de loterie. Comment? Pour contrebalancer, parce que ceux qui vont mourir voient les numéros de loterie d'avance. Donc le condamné a eu l'idée d'échanger de vêtements avec lui. Le gendarme a refusé parce qu'il lui dit pour que je puisse gagner moi, tu dois mourir. 33, c'est venir de Pepa, une espagnole qu'elle aimait lorsqu'elle était jeune. 44, donc il a l'idée de se repentir. Il regrette son crime. 35, il pense aux gens qui vivent normal. Il dit qu'il y a des gens, au moment où je suis en prison, il y a des gens qui continuent à vivre le plus normalement possible. Il ne se soucie pas. Peut-être un jour, l'un d'eux va être condamné à... Chapitre 36, c'est le dernier, je pense, c'est ça, de la conciergerie. Et il se rappelle de sa visite à Notre-Dame. Notre-Dame, c'est une église, une cathédrale qui se trouve à Paris, très connue, et très grande. C'est l'hôtel de ville. Et 1h15, chapitre 38, il a une douleur partout dans son corps. Et les chapitres deviennent de plus en plus courts. 39, il parle de la guillotine et de la souffrance. Parce que les gens disent que sous la guillotine, le condamné ne souffre pas. Et lui, il dit que qu'est-ce que la souffrance physique près de la souffrance morale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prend plus de place et d'importance? C'est la souffrance physique ou morale? Morale. 40. Et il pense au roi. Il fait une comparaison entre le roi et lui. Il dit que le roi est très haut, il est dans un palais, il a des gardes. Moi aussi, je suis dans un palais, j'ai des gardes, mais je suis très bas. Que lui, il est très... Pour faire le sommeil, un sommeil va dormir, son dernier sommeil, et dans lequel il va avoir un cauchemar. Et on dit que ce cauchemar est un vrai cauchemar qui a été vu par Victor Hugo lui-même et qu'il a mis dans son rang. 43. C'est là une grande douleur. C'est un chapitre purement pathétique. La souffrance. Pourquoi? Parce que sa fille Marie va lui rendre visite. Il va le reconnaître. Il va croire, lorsqu'il va la questionner sur son père, il va lui dire que mon père est mort. Et la dernière chose qui va lui faire mal, c'est il veut tester sa fille, s'il pouvait l'écrire ou non. Il avait un papier dans sa main et il lui donne le papier à lire. C'était son arrêt de mort. Le حكم ديالو كان كيتفرق وشراتو la servante, la bonne, والبنيه شاده الحكم تاع الاعدام ديال باها اونتر لي مان. يلاه بدات تقرا اغي كتهجا اغي وخطف لها. Il lui a arraché le papier de la main et l'a fait pleurer. Et le condamné appela la servante pour prendre ma fille. Et il dit ça y est, maintenant je vais mourir. C'est pas grave. 4. Le narrateur est désespéré. Il a 1 heure devant lui pour se préparer à la mort. Ça y est, il doit oublier le monde, il doit se roidir, donc s'endurcir pour se préparer à la mort. 45. Il pense à la foule qui viendra assister à son exécution, c'est-à-dire le sadisme. Les gens qui viendront, qui seront heureux de voir son exécution, il pense à ces gens-là. 46. Marie est partie, il pense lui raconter son histoire, de raconter son histoire à sa fille Marie. Et le chapitre qui suit, c'est un chapitre qui est vide, qui porte le titre de Mon histoire. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est l'éditeur, c'est pas l'éditeur vraiment, mais c'est Victor Hugo qui a imaginé cette idée. L'éditeur qui intervient pour dire que ces papiers qui sont publiés, on n'a pas trouvé parmi ces papiers le document qui se rapporte à son histoire. Et donc c'est un chapitre vide. 48. Il nous reste maintenant 2 chapitres. 48, il est 3h. 49, la place de grève. 48, la préparation, c'est la toilette du condamné. On va le préparer, lui couper les cheveux, etc. Et il y avait même des personnes à côté de lui. Parmi ces personnes, il y avait le bourreau, que les Marocains appellent bourreau. Le bourreau, c'est lui qui coupe les têtes. Oui, vous êtes bourreau, Régis bourreau, c'est le bourreau.
Donc voilà, parce qu'il coupe les têtes. Alors là, c'est la toilette du condamné. Il se prépare et il va sortir pour aller à la place de grève. Et le dernier chapitre 49, le condamné demande sa grâce. Et d'ailleurs, il va nous décrire ce qui se passe autour de lui, la foule, etc. Et il va à la fin, au dernier moment, demander la grâce.